C'est parti, bonsoir, merci d'être là pour accueillir ce soir François Suchel. Bonsoir à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, je pense qu'il y a beaucoup de gens déjà qui le connaissent parce que tu as publié pas mal de livres chez nous. T'en as ton combienième là? Ça doit être le 6e, je pense. Ouais. Donc il y a eu le à vélo. Quand on parlait à vélo, sous les ailes de l'hippocampe. 6 minutes 23, c'est par l'enfer du paradis, qui était un livre sur le métier de pilote de ligne. Le serment de Piana, une histoire de survie en mer suite à l'amérissage d'un petit avion de tourisme dans le golfe de Porto, en Corse. Il y a eu la biographie de Pascal Brun, le Joker, que tout le monde connaît ici. La biographie de Saint-Exupéry, que tout le monde connaît aussi, oui. qui n'est pas d'ici, mais qui est de Lyon, qui est né à Lyon, donc c'est pas très très loin non plus. Et puis voilà même les poissons volent, le dernier. Mais franchement, entre ta vie de pilote de ligne, parce que tu es pilote de ligne à Air France, ton métier et ta passion d'écrivain, enfin je sais pas où tu trouves le temps. En plus, tu fais des trails entre-temps, tu perds 3 enfants, enfin ça m'hallucine de voir... honnêtement, j'ai pas mal de temps. J'ai beaucoup plus de temps que beaucoup de gens. Déjà, depuis quelques mois, depuis bientôt 1 an, je travaille à temps partiel, donc je vole moins. Et même si j'ai un métier qui est fatigant, j'ai du temps en escale. Et quand je suis chez moi, j'ai pas la préoccupation de gérer une entreprise ou d'avoir des soucis, de rendre des comptes. Donc en fait, dès que je pose la valise de pilote, je suis complètement dans un autre monde. Alors donc, on va attaquer tout de suite. Je vais commencer par lire quelques petits passages, puis tu réagis au passage. Nous sommes aujourd'hui devenus des nababs sur nos tapis volants. Nous sirotons un jus de tomate, nous nous penchons vers le hublot, recueillons le joyau. L'offrande n'est-elle pas trop belle ? Au royaume de l'or noir, le jumbo jet fait office de baguette magique. Il efface les distances, l'inconfort, il abolit la hiérarchie du temps. Les millions d'années, les siècles, les minutes se télescopent dans la plus grande confusion. L'impatient Homo sapiens, résumant désormais le progrès à l'inflation technologique, se croit maître du temps. Il s'envole sur une exponentielle. Les passagers des lignes aériennes étaient une poignée dans les années 1950. Ils sont près de 5 milliards aujourd'hui. 8 milliards attendus à la fin des années 2030. En lisant ces mots, votre cœur bat vraisemblablement autour de 70 pulsations par minute. À chacune de ces pulsations, un avion décolle, quelque part dans le monde. Boum, boum. Mais quelque chose cloche. Ce quelque chose se nomme CO2. Soucieux, l'homme s'est promis d'agir sans renoncer au banquet. L'intendance suivra. À moi tout seul, depuis le début de ma carrière de pilote de ligne, j'ai parcouru 320 tours de la Terre en 19 000 heures de vol. Quelle est la part du diable en ce manège ? Est-ce une œuvre de construction ou de saccage organisé ? Ça, c'est un peu le point de départ du livre, qui est d'ailleurs un peu comme beaucoup de livres que j'ai faits, une quête de sens. Donc j'ai voulu comprendre un petit peu ma place dans ce manège assez étourdissant de l'aviation et du fret aérien notamment, justement par ce prisme du fret aérien. Le point de départ du livre, ça a été pendant la pandémie de Covid, où même si on était tous plus ou moins enfermés, nous, les pilotes, on continuait à voler. On ne volait pas beaucoup, mais on volait quand même. Et on pilotait des avions passagers, sans passagers, mais avec des marchandises à l'intérieur, dans les soutes et parfois même en cabine. Et donc, ça m'a interrogé. Tous ces flux qui continuaient alors qu'on était tous chacun claquemurés. Et ça montre bien notre interdépendance avec les autres pays et les chaînes logistiques qui sont entremêlées les unes dans les autres. Et donc, j'ai voulu comprendre un petit peu quelle était ma place par ce prisme-là. Tu as été courageux d'ailleurs de voler pendant le Covid, parce que tu racontes, quand tu arrives en Chine, à peine la porte du Boeing ouverte, des agents en tenue de cosmonautes qui semblent tout droit sortis du laboratoire P3 de Wuhan s'engouffrent dans l'avion puis vaporisent toute la cabine. Ce n'est pas du Chanel numéro 5. Première prise de température, assortie d'un test PCR avant de poser le pied sur l'escalier. Nos papiers sont inspectés, la liste de l'équipage vérifiée. Une navette nous emmène au terminal, 2e prise de température, contrôle des passeports, des tests PCR effectués avant le départ qui n'empêchent nullement ceux de l'arrivée.
Empreinte digitale, photo souvenir. 3e puis 4e prise de température. Longue attente d'un fonctionnaire en chef et de ses tampons. Nous nous dirigeons ensuite à pied vers un hôtel réquisitionné par le gouvernement avec vue sur le parking d'avion. Par la porte de service, entre le linge sale et les poubelles, nous parvenons à un portique de sécurité où a lieu la 5e prise de température. À ce stade, 2h30 se sont écoulées depuis l'extinction des moteurs, 15 depuis notre départ de Paris. Les fonctionnaires parlent chinois à leur téléphone portable qui recrache en anglais « Good morning, wait for me here ». Ils nous donnent un sac de survie contenant de l'eau, du shampoing et du savon. Et pour les repas, que fait-on ? « Good morning, wait for me here ». Debout, à côté de nos valises, papier signé et contresigné, nous voici gratifiés de pastilles d'eau de javel destinées aux toilettes. Attendre 1 heure après la grosse commission pour en jeter une dans la cuvette. Un à un, nous prenons l'ascenseur pour rejoindre notre chambre, dont nous n'avons pas la clé. Il est strictement interdit d'en sortir jusqu'au départ prévu 48 heures plus tard. Enfin, c'est terrible quand on lit ça. Ça, c'était le Covid. Oui, c'est vrai que voler pendant le Covid, c'était pas marrant. C'était un peu recréer une mini-prison ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai ramené aussi des passagers au début du Covid. Je me souviens un vol de Lima et je peux vous dire qu'ils étaient contents de nous voir arriver et de rentrer parce que c'était un peu in extremis avant que tout se ferme. Mais voilà, je pense que cette pandémie, ça nous a tous un peu... Mais je comprends qu'après, tu te poses la question, comme il n'y a pas de passagers, de te dire, mais qu'est-ce qu'on vient amener en Chine ou chercher en Chine ? Oui. À part des masques. Voilà, des masques, des pesticides, des masques. Mais oui, pendant cette période, on s'est rendu compte à quel point on était dépendant d'autres pays pour notre approvisionnement, en fait. Ouais. En l'occurrence, notre survie. Là, pour les masques, mais... J'explore dans le livre tout le champ, enfin un champ, on va dire, assez large des produits dont on est dépendant pour vivre à l'heure de la modernité. Et puis du coup, tu as commencé à mener une enquête et à un moment donné, tu expliques donc quand on est commandant de bord, on a la liste de tout ce qu'on transporte. Enfin, disons qu'on est informé des marchandises dangereuses qu'on transporte, qui ont parfois des conséquences et des impacts bien précis en cas d'incident, mais on n'a pas forcément la liste détaillée de tout ce qu'on a dans les soutes. Ça, c'est détaillé dans un document qui s'appelle la LTA, la lettre de transport aérien, que je me suis amusé à décortiquer, notamment pour un vol vers l'île Maurice, où là, j'ai pu obtenir du service cargo ce grand tableau Excel où on voit tous les produits, leur origine, leur destination, le poids, etc. Et c'est vrai qu'on se rend compte du Tetris mondial qui joue dans les soutes. Je ne sais pas si c'est ce passage que tu veux lire ou pas. Non, mais je voulais que tu nous parles de 12FZ. Ah, le code 12FZ. 12FZ. Ok. Ouais. Le code 12FZ, c'est en fait, quand on transporte des produits dangereux, on a des numéros et des lettres associées qui nous guident dans les procédures d'intervention d'urgence, par exemple en cas de feu. Ce code 12FZ, il a été, on va dire, créé suite à l'accident du vol UPS 6 au-dessus du désert après avoir décollé de Dubaï. À l'époque, il transportait des batteries lithium dans les soutes et la réglementation était insuffisante, on va dire. L'expéditeur déjà n'avait pas déclaré toute la quantité de batteries qu'il y avait. Il y avait plus de 80 000 batteries qui avaient été conditionnées d'une manière pas suffisamment rigoureuse et où il y avait probablement eu des chocs entre certaines des batteries. Résultat, il y a eu certaines batteries qui ont pris feu, un phénomène d'emballement thermique qui a généré un incendie gigantesque et l'avion s'est malheureusement crashé dans le désert 26 minutes, je crois, après le décollage. Et donc, depuis, a été inventé ce code 12FZ, le Z signifiant que les extincteurs de soute pourraient ne pas éteindre l'incendie en cas d'incendie. Parce qu'en fait, les batteries lithium, quand elles ont des processus d'emballement thermique, le feu peut tout simplement ne pas être éteint. En tout cas, pas par les systèmes d'extinction en vol. Donc voilà, bon, pourtant, à chaque vol, on a des batteries lithium, mais depuis, les règles ont changé. Il y a tout un tas de règles, déjà en termes de quantité, en termes d'énergie de la batterie, pour pas que, justement, il y ait un danger d'emballement thermique, de conditionnement, etc. Mon enquête progresse, je tisse ma toile, je commence à comprendre le rôle des différents acteurs du fret aérien.
Mon point d'entrée dans les escales est le représentant cargo d'Air France KLM. Je m'enquère des principaux flux de marchandises depuis ouvert son aéroport. L'étape suivante est le contact avec les transitaires qui effectuent l'ensemble des formalités administratives, douane, contrôle sanitaire, réservation des vols, etc. pour le compte des exportateurs. Leur carnet d'adresses est une mine d'or, mais leur métier est rébarbatif. Ils remplissent des formulaires toute la journée. Les producteurs et les petites mains qui triment m'intéressent davantage car ils sont ancrés dans le tissu économique de leur pays. 3 ou 4 interlocuteurs me sont généralement nécessaires avant de débusquer un protagoniste dont le rôle emblématique incarnera un flux. Ils doivent nous raconter le monde, nous dire tout ce qui se joue lorsqu'on dégaine sa carte bancaire pour le plus anodin des achats, que l'on franchit la porte d'un hôpital équipé de machines dernier cri, que l'on exige sécurité, disponibilité et connectivité partout. À quoi ressemblerait le XXIe siècle sans avion ? Bonne question. Ça n'a pas le même monde qu'aujourd'hui, ça c'est sûr, enfin que le monde qu'on connaît. Oui, ça a été un peu mon process et c'est pour ça que cette enquête a pris beaucoup de temps parce que, comme vous allez le voir dans la suite de ces lectures, c'est un livre qui est incarné. J'ai essayé de trouver pour chaque type de marchandise des histoires, de rencontrer des acteurs du fret aérien, souvent des petites mains, des ouvrières, des ouvriers, des producteurs, des distributeurs, et à travers leur histoire, nous apparaît le monde un peu fou dans lequel on vit. Et donc, avant de trouver la bonne personne, souvent c'est beaucoup d'intermédiaires, déjà pour comprendre quels sont les flux de ou vers un aéroport, ensuite rencontrer les transitaires, parce que les transitaires sont les intermédiaires qui, eux, vont connaître leurs clients et vont m'amener vers leurs clients. Et donc, tout ça a pris beaucoup de temps, mais j'ai fait beaucoup de rencontres très enrichissantes parce que c'est vrai que quand on achète une fleur, par exemple, pour la Saint-Valentin en plein hiver, on ne se rend pas compte que derrière, il y a tout un système. Et en même temps, ce système, quand on est assis derrière son bureau, on peut avoir tendance à le critiquer et à trouver ça complètement démesuré. Mais quand on rencontre concrètement les personnes qui vivent de ce système, ça permet aussi de l'incarner et de voir que je veux pas dire que ça modifie forcément son point de vue, mais en tout cas, ça permet de voir que derrière ces marchandises, il y a des humains, quoi. Il y a des humains qui, parfois, souvent, sortent de la misère. En tout cas, moi, j'en ai rencontré en Afrique pas mal, des petites mains comme ça. Et là, tu prenais aussi l'exemple du thon de la Réunion. Alors, le thon de la Réunion, ça, c'est un autre exemple qui est assez intéressant. Donc, j'ai rencontré un pêcheur sur l'île de la Réunion qui s'appelle Charles, qui pêche avec son fils. C'est vraiment, lui, un pêcheur autodidacte et un peu artisanal, on va dire. Donc, il m'a emmené en pêche pour une sortie de 24 heures. Donc, c'est quelqu'un qui pêche à la long line. C'est des lignes qui font 80 km de long, 80 km. Et le long de la ligne mère sont pendues des lignes d'hameçon. Donc, il y a plus de 700 lignes. Et au bout de chaque ligne, il y a un calamar importé d'Argentine. Et donc, il sort en mer, il pose sa ligne dans l'après-midi. La nuit, la ligne est désolidarisée du bateau. Voilà, le bateau vogue jusqu'à 3 heures du matin à peu près, où là, on se réveille et on va rejoindre la ligne grâce à une balise GPS. Et puis là, il réenroule cette fameuse ligne en espérant qu'il y aura des poissons au bout. Et donc, Charles exporte son thon. Ensuite, pour dérouler le truc, il rentre au port vers midi, donc il relève sa ligne jusqu'à midi. Donc là, quand j'ai pêché avec lui, il avait pêché à peu près 340 kilos à peu près de thon, essentiellement de thon et de marlin. Les thons changent de quai, enfin traversent le quai pour aller dans l'usine Réunimer, qui est une usine exportatrice donc située au port de la Réunion. À 16 heures, tout est découpé, compartimenté, mis en barquette, tout ce qu'on veut. Ça prend la route de l'aéroport. À 21 heures, ça monte dans les soutes. À 8 heures du matin, on se pose à Orly ou à Roissy. Transit pour un autre avion qui repart vers New York. Et donc le lendemain soir, c'est disponible dans les rayons des supermarchés Whole Foods Market, par exemple.
Et le pire ou le mieux dans tout ça, selon son point de vue, c'est que ce thon-là est plus frais que le thon américain, puisque les bateaux de pêche américains, souvent, sont des gros bateaux de pêche qui partent pour des campagnes d'une dizaine de jours. Donc, ils congèlent le thon le temps qu'il rentre au port. Et donc, ce thon réunionnais on va dire, est frais de 48 heures à peu près, alors que le thon des gros navires américains va dater de plus d'une semaine, voire 10 jours. Voilà, donc Alors, ce qu'il y a aussi d'intéressant quand même dans l'histoire de Charles, c'est que, comme je le disais au début, c'est un pêcheur artisanal et il était assez critique quand je l'ai rencontré vis-à-vis de la pêche industrielle. Il faut savoir que dans l'océan Indien, il y a à peu près 6000 navires de pêche industrielle qui pêchent et souvent en utilisant ce qu'on appelle des DCP, des dispositifs concentrateurs de poissons, qui sont assortis d'une balise GPS et donc ils sont capables à distance avec un radar et la balise GPS de savoir non seulement combien de tonnes il y a autour de leur DCP, mais en fonction de la distance, quel est le DCP de leur flotte le plus rentable pour aller le rejoindre. Et quand ils arrivent, ils récoltent parfois en un mouvement de seine 60 tonnes de poissons, ce qui représente à peu près 2 années de pêche pour Charles, le pêcheur que j'ai rencontré. Voilà, donc on a disserté sur la pêche industrielle et la pêche artisanale. Et à La Réunion, on importe du saumon. Et à La Réunion, on importe du poisson. Et effectivement, le saumon qui n'est pas un poisson tropical, il y a des restaurants de sushi à La Réunion, comme dans toutes les îles, presque partout, on va dire. Mais ils importent aussi des crevettes, les poissons de fond, parce qu'à La Réunion, il n'y a pas de fond, hein, très vite. C'est un volcan, donc il y a du pélagique un peu au large, mais les poissons comme le vivano, comme la sole, on n'en trouve pas à La Réunion, donc c'est importé. C'est juste pour donner un aperçu dans ton enquête du manège. Voilà. Ça y est, ça repart de Bretagne et d'Alsace, de Saxe et de Lombardie, de toutes les régions européennes. Des camions roulent vers Paris-Charles de Gaulle, Amsterdam, Schiphol ou Francfort-sur-le-Main. En cet hiver 2022, nuit et jour, ils sillonnent l'Europe tels des fourmis légionnaires jusqu'au nid de leur reine. Les grands aéroports trônent au sein de la fourmilière européenne, dont les galeries s'étendent de la Sicile au Cap Nord, de la mer Baltique à Gibraltar. Depuis les chocs pétroliers des années 70, le fret aérien est bimodal, air, route. Aux camions, l'espace européen soumis à une féroce concurrence des prix, aux avions, les autres continents. Avant d'être expédié en Asie, le saumon norvégien traversera l'Europe jusqu'à Paris, s'il en coûte moins cher que de passer par Amsterdam ou Francfort, pourtant plus proche. Le même raisonnement s'applique aux marchandises importées. Ainsi, 80% des biens qui touchent le sol de l'Hexagone à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle poursuivent leur route en camion vers les confins de l'Europe. Toutes les 15 minutes, aux heures de pointe, un poids lourd accoste au quai de G1XL, l'aérogare fret d'Air France à Roissy, soit environ 112 quotidiennement, et cela n'est rien en comparaison des camions transitant par les ports du Havre, de Marseille, de Rotterdam, de Hambourg. Arrêtez de nourrir les fourmis légionnaires, fermez les stations d'essence et c'est la syncope. Bah oui. Tout est lié, quoi. Nous avons construit un monde bâti sur le pétrole et donc nous dépendons du pétrole pour tout en fait. Tout est alors du pétrole et du charbon aussi. Hein. On pourra en parler, mais ça c'est autre chose. Et oui, donc le fret aérien, c'est vrai que ça c'est important. Bimodal air-route et également air-mer. Bien souvent, les marchandises, avant d'arriver à leur destination, empruntent plusieurs moyens de transport, puisque, évidemment, l'avion, ça a l'avantage de la rapidité, mais l'inconvénient d'être lié à un aéroport, à un lieu captif. Et donc, ensuite, eh bien, il faut les camions pour répartir toutes ces marchandises vers leur destinataire final. Donc tout est imbriqué, tout est lié. Pendant les problèmes, bon là ça s'est un petit peu calmé, mais quand il y a eu des tensions très fortes dans le golfe Persique récemment avec les missiles envoyés par Israël, etc. Et également au niveau du Yémen, dans le golfe d'Aden où les transits des conteneurs, des porte-conteneurs étaient altérés, eh bien les bateaux allaient jusqu'aux Émirats et de là prenaient l'avion vers l'Europe. Donc il y avait une modification des flux
Et je pense que tant qu'il y aura du pétrole et tant qu'il y aura des marchandises qui sont fabriquées à un endroit pour un prix de revient moins élevé que le prix auquel un client est prêt à l'acheter, on aura ces mouvements, quelle que soit la distance. Dans le livre, ces mouvements, justement, tu as fait... Il y a 4 cartes 5 même, ouais. Avec les produits frais, viande, poisson, légumes. Oui, voilà, ça c'est des petites cartes parce que j'aime bien faire des dessins dans mes livres. Et sur des thématiques différentes. Il y en a une sur les denrées périssables, une sur le fret radioactif, qui est un sujet que les gens ne connaissent pas trop, mais c'est un sujet intéressant aussi. Puisqu'évidemment, par exemple, à La Réunion, dans nos départements d'outre-mer, il y a des hôpitaux qui soignent aussi des gens du cancer. Pour soigner, pour faire des scintigraphies, il faut des produits radioactifs. Et les produits radioactifs ne tombent pas du ciel. Ils sont fabriqués généralement dans des réacteurs nucléaires à visée médicale. Il n'y en a pas 50 000 dans le monde. Il y en a quelques-uns en Europe, d'autres au Canada, en Afrique du Sud. Certains exportent sur des quantités assez faibles, mais les réacteurs qui exportent en grande quantité, il y en a 5 dans le monde en fait. Et notamment en Europe, à Péten, aux Pays-Bas. Et donc, tous les jours, il y a ces produits radioactifs qui partent dans des camionnettes au petit matin pour aller déjà en Europe et ensuite s'envoler aux 4 coins de la planète pour alimenter les besoins des hôpitaux, que ce soit à Nouakchott, à Lima, à Singapour, en Afrique du Sud ou dans les dom-toms. Donc, il y a une petite carte sur le fret radioactif. Il y en a une autre sur les animaux vivants. Voilà, les animaux vivants. Les singes de laboratoire, il y a encore, ça c'est des flux qui maintenant sont faits sous forme de charter, parce que les compagnies régulières ne veulent plus faire ça, comme c'est un sujet qui est très polémique, mais ça existe toujours. Et puis après, ça peut être des vaches pour le cheptel de La Réunion, par exemple. Il y a eu des transports de vaches ou les poussins d'un jour. Ça, c'est un gros et vaste sujet, encore une fois, pour nos dom-toms. À La Réunion, par semaine, il y a 6 ou 7 expéditions de 15 000 têtes de poussins d'un jour qui naissent la veille dans des couvoirs en Europe et qui prennent l'avion parce que les Réunionnais ne mangent pas de bœuf. À La Réunion, par exemple, c'est une île où il y a beaucoup de brassage ethnique et notamment des populations qui viennent d'Inde, on appelle les Malbars. Et ils ne mangent pas de viande rouge, ils ne mangent pas voilà. Donc il y a une culture, on va dire, de consommation du poulet qui est très implantée à La Réunion. Et sur place, il n'y a pas de structure permettant une autonomie dans la production des poulets. Parce qu'il y a 800 000 habitants et que ça représenterait en fait un enjeu économique tel que la filière n'a pas été développée à l'échelle. On est capable de produire des poulets, mais je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que si on prend 800 000 personnes qui mangent X kilos de poulet tous les jours, ça représente des quantités phénoménales et l'île a tout simplement pas les moyens de les produire. Alors peut-être qu'ils pourraient, mais ils produisent aussi de l'ananas qu'ils exportent, ils produisent aussi des litchis, ils produisent... voilà, tout ça, et ça représente des enjeux économiques. Alors j'ai pas creusé aussi loin pour savoir pourquoi le poulet, voilà, mais entre élever un poulet qui est déjà né et avoir une structure permettant une filière reproductrice, c'est pas les mêmes enjeux. Et sur l'île Maurice, c'est pareil, ils importent aussi des poussins d'un jour et ils n'ont pas développé de filière reproductrice. Voilà. Il y a aussi... Et donc il y a aussi une carte sur les chevaux et sur les fleurs. Voilà, les fleurs, alors, ça on va aussi, en parler après. C'est un très vaste sujet. Alors ensuite, tu racontes moi aussi les dangers de ce qu'on... par exemple, transporter des haricots verts peut être très dangereux. Oui, alors très dangereux. Ça peut avoir des conséquences inattendues. Ça, c'est vrai que c'est un peu plus... il y a eu des déroutements d'avions. Bon, il y a un déroutement que je raconte dans le livre qui est dû à une fausse alarme fumée liée à des haricots verts. Des haricots verts non bâchés, ça fait partie de ce qu'on appelle le fret qui émet de la vapeur d'eau. Un avion, quand on décolle,
Quand on part d'un aéroport en Afrique équatoriale, l'atmosphère est très chaude et humide. Donc là, on charge des haricots verts qui sont chargés de vapeur d'eau. Et puis, quand on monte, les soutes se rafraîchissent. Il y a de la condensation qui se crée. Et les détecteurs de fumée dans les soutes, c'est des détecteurs à ions et qui donc permettent de détecter la densité en fait de l'air qu'il y a dans les soutes. Si cet air devient trop dense, et le détecteur peut penser qu'il s'agit de fumée, donc d'un feu. Donc le détecteur de fumée, alarme feu, ça s'est produit au-dessus du désert. On a dérouté 2 avions, l'un à Tamanrasset et l'autre à Simi Saoud, à cause du même producteur de haricots verts, parce que son process n'était pas bon, les haricots n'étaient pas bâchés, etc. Donc ça a conduit à se séparer de ce producteur. Mais voilà, c'est juste un élément que je donne aussi dans le livre, une des conséquences dont on n'a pas forcément conscience, que même transporter des choses anodines peut parfois avoir des conséquences sérieuses. Incroyable. Surtout quand l'équipage est composé exclusivement de femmes oui. Et qui se pose à Tamanrasset, sans être contrôlé par les islamistes, on va dire que c'est quand même pas très loin des zones un peu craignos du Sahel. Et on revient aux fleurs, puisque tu as fait aussi une carte des fleurs. Les fleurs nous accompagnent tout au long de nos vies. Grâce à elles, nous honorons la mémoire des disparus, nous célébrons l'amour, nous invoquons la protection du ciel. De la naissance jusqu'à la mort, en passant par le mariage, les fleurs participent à tous nos rituels. Une corolle épanouie n'est-elle pas la quintessence de la vie dans sa beauté comme dans sa fugacité? Un bouquet de roses concentre le mystère de l'existence, dont elle offre une précipité. De l'épanouissement au flétrissement, des arômes enivrants de la jeunesse à la putréfaction finale. Les fleurs sont omniprésentes dans les sociétés humaines depuis la nuit des temps, mais c'est au XXe siècle qu'elles ont perdu leur innocence. Tous ces jolis petits cactus semés sur la lèche de nos fenêtres, posés à côté de nos ordinateurs, vagues souvenirs du monde extérieur en ces temps de télétravail, Zimbabwe, Tanzanie, les chrysanthèmes, les géraniums, les bégonias, achetés en pépinière pour égayer nos balconnières au printemps, Ouganda, les couronnes de Noël accrochées sur nos portes suspendues à nos sapins en décembre, Turquie, et les roses. Elles ne proviennent pas de l'astéroïde B612 où le petit prince veille jalousement sur la seule en sa possession. Non, elles poussent toutes en saison au Kenya, en Éthiopie, en Équateur, en Colombie. Elles inondent le monde en flux continu et ne voyagent pas sur le dos des oiseaux migrateurs. Le calendrier des roses commence début août. Les prix sont fixés jusqu'en juillet de l'année suivante, entre le 16 et le 28 août. Le marché russe est pourvu en prévision de la rentrée scolaire. Comme le veut la tradition, chaque enfant offre à cette occasion un bouquet de fleurs à son professeur. La saison des mariages étant révolue, l'automne se manifeste par un changement de couleur dans les choix des consommateurs qui délaissent le rouge et le blanc pour des teintes plus proches de celles des feuilles d'automne, le jaune, l'orange, le chocolat. En septembre, les demandes suivent le rythme des événements immuables qui forment le bruit du fond de marché de la rose, les coups de foudre, les anniversaires, les funérailles, les promotions, les invitations. À la mi-octobre se prépare la Toussaint, particulièrement célébrée en Espagne, en Italie et à Chypre. Le dernier dimanche de novembre, on fête les mères en Russie. Le 12 décembre débutent les expéditions des fêtes. Entre le rouge et le blanc, la demande est fonction de la dominante de l'habit du Père Noël. Dès le 26 janvier est planifiée la Saint-Valentin. Le 8 mars, les femmes russes sont inondées de bouquets de toutes teintes à l'exception du jaune, la couleur du divorce. On fête les mères anglaises le 4e dimanche du mois de carême, les australiennes le 2e de mai, les françaises le dernier. Les Chinois sont même parvenus à caser un I Love You Day le 20 mai. Puis s'ouvre la saison des mariages qui stimule les ventes jusqu'en août et ça recommence. Ben voilà, c'est incroyable. Tout est dit. Ouais. Donc oui, avec ce rythme effréné, on comprend que si je vous demande le nombre de tonnes qui s'envolent de l'aéroport de Nairobi au Kenya vers Amsterdam chaque semaine, en général, je pose cette question et les réponses sont toujours assez loin de la réalité. Est-ce que vous auriez une idée ? Toutes les semaines. Une rose, c'est pas très lourd. Hein. Non. Bon, bah, chaque semaine, il y a 5500 tonnes de fleurs qui décollent de Nairobi vers Amsterdam, dont 3500 tonnes de roses, uniquement de roses. Et donc, c'est la charge marchande de 55 Boeing 777, qui est l'avion sur lequel je vole. Donc ça, c'est... 55 par semaine. Toutes les semaines. C'est vrai que ça paraît mais c'est pour le monde entier, difficilement... du coup.
Non, ça c'est pour l'Europe et ce n'est pas le seul marché puisqu'il y a aussi des fleurs qui viennent d'Éthiopie, qu'il y a aussi des expéditions d'Ouganda, qu'il y a la même chose en Colombie et en Équateur. En fait, sur la ceinture équatoriale, en altitude, on peut reproduire un peu le climat tempéré qu'on a chez nous, mais sauf qu'on a ce climat toute l'année. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des hectares et des hectares qui ont été mis en culture pour la culture de fleurs. Et comme on l'a vu dans le calendrier un petit peu qui est évoqué au début de ce chapitre, il y a toujours une bonne raison, enfin on va dire qu'on nous donne toujours une bonne raison d'acheter des fleurs. Et donc ensuite il suffisait de mettre là-dedans les Hollandais qui sont les rois de la logistique, puisque je suis allé aussi à Aalsmeer, qui est donc juste à côté de l'aéroport d'Amsterdam, et qui est le plus grand bâtiment commercial au monde. C'est un bâtiment qui fait 990 000 m² et qui est le centre du monde, on va dire, des fleurs, comme était l'archipel des Moluques au XVIe siècle, et où convergent toutes ces fleurs. Et donc, il y a une espèce de gigantesque hangar où il y a des tas de petits chariots comme ça, élévateurs, qui vont et viennent en tous sens. Et il y avait même, jusqu'au Covid, une salle des enchères qui était un peu comme un théâtre grec, qui aujourd'hui a un peu perdu de sa splendeur parce que maintenant il y a beaucoup de transactions qui se font à distance. Mais moi, quand j'y suis allé, il y avait encore quelques personnes qui étaient là et qui tous les matins viennent pour acheter leur lot de fleurs selon un processus d'enchères qui a été inventé par les Hollandais et qui sont des enchères descendantes en fait. Et donc le prix descend et on clique dès qu'il atteint le prix qu'on est prêt à payer. Donc on ne peut pas surenchérir derrière, et c'est un système d'enchères qui est censé favoriser les producteurs qui sont ceux qui possèdent le marché aux fleurs d'Aalsmeer. Voilà, donc toutes ces fleurs, et donc aussi, ça c'est important à dire, j'ai été à Nairobi rencontrer donc cette fameuse ouvrière qui s'appelle Topister, qui m'a beaucoup touché parce que c'est quelqu'un qui est issu d'une famille très pauvre de l'ouest du Kenya, de Webuye, qui est venu à Nairobi au départ voilà, pour essayer de gagner de l'argent pour pouvoir faire vivre sa mère, puisque c'était vraiment la misère dans sa famille, et également pour fuir aussi la société patriarcale qui veut que les modestes argent que peuvent avoir les familles, ils sont donnés essentiellement aux garçons pour faire des études, et les filles sont vraiment délaissées. Donc elle a fui un peu tout ça, elle est arrivée à Nairobi, elle a entendu parler de cette ferme de fleurs dans laquelle elle est rentrée, et comme elle avait l'écrou et qu'elle voulait vraiment gravir les échelons, elle travaillait comme une dingue et elle s'est fait un peu remarquer, on lui a donné des responsabilités, de plus en plus de responsabilités, et aujourd'hui elle est un peu au centre de la chaîne de production, donc elle gagne à peu près, d'après ce que j'ai compris, de 150-300 $ par mois, ce qui est un salaire honorable, on va dire, pour le Kenya, et qui lui permet de faire vivre en fait toute sa famille. Et donc voilà, c'est vrai que ça m'a un peu troublé cette histoire, hein, puisque en même temps je suis sorti de là en me disant mais c'est complètement délirant ces quantités, et en même temps si je compte Topister et toute la filière, ça représente quand même au Kenya et en Éthiopie plusieurs millions de personnes. La filière des fleurs, c'est la deuxième source en fait de devises après la diaspora au Kenya. Donc c'est un secteur économique qui est très important. Et donc voilà, c'est toutes ces ambivalences que j'essaye d'exposer dans le livre, sans évidemment dire à chacun s'il faut acheter des fleurs ou pas. Chacun est libre de le faire. Oui, là, on ne se pose même plus la question si on prend l'avion ou pas, c'est plutôt qu'est-ce qu'on... Alors après, là où en plus, là où ça rajoute un petit peu à l'ambivalence, c'est que toutes ces marchandises, ça il faut le savoir, voyagent dans les soutes d'avions qui transportent également des passagers. Ce n'est pas forcément des avions tout cargo. Hein. Ouais. Aujourd'hui, il y a des flottes d'avions tout cargo, mais moi, l'avion sur lequel je vole, le Boeing 777, c'est un avion qui peut transporter le plein de passagers avec toutes leurs valises et en plus 15 ou 20 tonnes de fret. Donc bien souvent, le fret est mélangé avec les passagers, et où donc, si on veut chercher à justifier ou à condamner un voyage, eh bien, c'est plus compliqué que de simplement dire ah ben non, on arrête de transporter les fleurs. Parce qu'il y a aussi les passagers qui transportent avec. Et parmi ces passagers,
il y a des passagers qui vont rejoindre leur famille, qui ne les voient pas souvent. Il y en a qui voyagent pour la première fois, qui ne reprendront pas l'avion 50 000 fois dans leur vie. Il y a un peu tout ça qui est mixé et voilà. Tu avais une question ? Oui, est-ce que vous êtes intéressé aux produits de conservation utilisés pour, par exemple, le transport des fleurs? Parce que je sais qu'il y a eu des cas de cancer chez les fleuristes. Il y a eu des articles là-dessus. Alors non, honnêtement, sur les roses, je sais que la ferme que j'ai visitée, les roses sont traitées, je pense. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que la filière, en fait... je ne vais pas parler en général, parce que je n'ai pas non plus mené une enquête sur les fleurs. Mais en tout cas, la ferme que j'ai visitée, qui est assez haut de gamme, ils sont plutôt vertueux au niveau du cycle de l'eau, de la production d'énergie et par exemple, ils cultivent hors sol. Ils produisent toute leur électricité avec des panneaux solaires, de telle sorte que ça peut paraître paradoxal, mais le bilan carbone global de ces fermes-là est moins élevé que des fermes hollandaises qui produisent pendant tout l'hiver sous des serres chauffées, par exemple. Parce que la part transport dans leur bilan carbone, c'est à peu près 30 et quelques %. Mais voilà, il y a un impact pour les 70 autres %. Et donc, c'est l'ensemble de la chaîne qu'il faut considérer. Mais sur cet aspect produit sanitaire, je ne peux pas vous répondre. Vu l'instabilité du monde actuel, les voies aériennes reliant l'Europe à l'Asie du Nord se réduisent comme une peau de chagrin. Il suffirait qu'un petit pays comme l'Azerbaïdjan interdise l'accès à son espace aérien pour nous contraindre à rejoindre l'Orient par l'ouest, à survoler contre le vent de l'Atlantique, l'Alaska, le Pacifique, quitte à s'obliger à une escale inopportune. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février 2022, aucun de ses alliés ne survole la Russie, dont le territoire couvre 9 fuseaux horaires. Au sud du Caucase, une grande partie du Moyen-Orient est à feu et à sang. Le ciel se ferme au-dessus du chaos terrestre. Nos cartes se couvrent de zones rouges. Le Sinaï, la Syrie, le Kurdistan turc, l'Irak, l'Iran, le Yémen, l'Afghanistan, le Pakistan sont soumis à des restrictions. Un étroit corridor traverse l'Irak vers le golfe Persique où l'on pénètre comme dans une forge. De nuit, la mer flamboie de feux gaziers hypnotiques et terrifiants, mêlés aux lumières des tankers qui attendent par milliers leur perfusion de globules noirs. Les constellations de la voûte céleste ne semblent guère plus nombreuses que celles du zodiaque pétrolifère. Tout est proportionné aux gigantesques réserves d'hydrocarbures, les kilowattheures sacrifiés à l'éclairage du désert, la hauteur des tours bordant le littoral, le trafic aérien le plus dense du monde, le flot de pétrodollars, l'ambition des rentiers. Nulle part ailleurs, on ne prend mieux la mesure des effets pervers de l'extrême richesse. Nous volons en plein délire. À grand renfort de climatiseurs, de boutiques de luxe, d'influenceurs influencés, d'investissements sportifs et médiatiques, des génies du marketing ont réussi à vendre ces Gotham des sables aux touristes. Tout a déraillé dans les années 1970, au moment des chocs pétroliers. Douloureux pour les consommateurs, délicieux pour les producteurs. Le golfe Persique est alors en ébullition, les ports sont saturés, imposant une attente insupportable de 100 jours au navire. L'avion, appelé à la rescousse, fournira l'essentiel des matières premières nécessaires à l'extraordinaire expansion économique des pays du Golfe. Au cours des années 1980, on transporte des palets entiers dans les soutes des Boeing 747, des plaques de fibrociment, du marbre, des tubes d'acier, des sacs de plâtre, des arbustes destinés aux nouveaux jardins qui fleurissent au rythme des revenus pétroliers. Comme les Émirats ne produisent rien hormis le pétrole, la population locale devenue aisée ainsi que les expatriés alimentent une demande croissante en biens de consommation les plus divers. Vêtements, parfumerie, appareils photo, électroménagers, voitures haut de gamme, pièces détachées s'envolent quotidiennement. Pour nourrir la main-d'œuvre, on apporte du raisin de Chypre, des mangues d'Inde, des légumes du Pakistan, de la viande d'Australie. Comment dès lors s'étonner que les Émiratis et les Qataris soient tombés amoureux de l'avion au point de créer ex nihilo des compagnies aériennes et des aéroports d'envergure mondiale. À la source était l'avion. Il demeurera pour longtemps une arme de croissance massive. Ouais. Oui, l'expansion des pays du Golfe et leur place, en fait, croissante, on va dire, dans l'industrie aéronautique, et pas que d'ailleurs, est assez symptomatique de l'évolution de ces dernières décennies. Là, je lisais il n'y a pas très longtemps un article très récent
qui était coécrit par le PDG de Air France-KLM, donc Ben Smith, et le PDG de Lufthansa, qui disait que dans les 20 dernières années, donc la croissance de ces deux compagnies aériennes, Air France et Lufthansa, avait été à peu près de 15% en 20 ans. Dans le même temps, la croissance de Qatar Airways a été de 1000%. Voilà. Donc ça nous donne une petite idée du prolongement de ce que je décris là, hein, qui effectivement a démarré dans les années 70. Et c'est vrai que c'est très frappant quand on survole le golfe Persique, quand on survole les Émirats, Dubaï, etc. De nuit. Ouais. De nuit et même de jour. On a l'impression que c'est vraiment open bar, quoi, que c'est sans limite et que le développement local est aussi, soutenu par tout un tas d'investissements internationaux qui permettent de soigner l'image et de faire transiter, en ce qui concerne l'aérien en tout cas, des flux de passagers et de marchandises par les hubs, par les centres de correspondance, donc de Doha pour Qatar Airways et puis de Dubaï pour Emirates, et qui fait qu'aujourd'hui, dans le domaine par exemple du fret aérien, la compagnie numéro 1 au monde, c'est Qatar Airways. Voilà. Ouais. Et est-ce que quand tu voles, tu as encore des endroits où il n'y a aucune trace d'humanité? Alors c'est une bonne question, ça c'est vrai que ça devient rare. Des traces humaines en fait. Ouais. C'est vrai que j'ai joué un peu à ce jeu-là en déclenchant le chronomètre dans certains territoires que je survole pour voir combien de temps ça dure avant d'apercevoir une trace d'humain. Et c'est vrai que j'ai jamais dépassé plus d'un quart d'heure. Hein. Même au-dessus du Sahara, même au-dessus de la forêt amazonienne. Pourtant, la forêt amazonienne, c'est vraiment grand et c'est un espèce de tapis vert gigantesque qui est vraiment très impressionnant. Bon, en avion, ça avance vite quand même, mais après, c'est vrai qu'au-delà des latitudes du cercle polaire, là c'est différent. En ce moment, quand on rentre du Japon, par exemple, vers l'Europe, où on survole pas le pôle, mais on passe pas très loin, vraiment au nord du Groenland, là, il y a des terres vraiment sauvages. Mais c'est vrai que sinon, l'être humain a une emprise presque totale, on va dire, sur la planète. Donc l'avion, il participe. Pas qu'au sol. Et l'avion, il participe. Ouais. Mais je dirais que, voilà, moi, ma réflexion, elle porte sur l'usage. Et je dirais, sur la question fondamentale, selon moi, c'est la question de la sobriété. C'est pas tellement pour ou contre l'avion. C'est sûr que c'est un outil qui peut être utilisé à bon escient et qui, à mon sens, peut avoir du sens. Mais qui, comme tout outil, je fais l'analogie avec le marteau, qui peut servir à planter un clou ou à fracasser un crâne. L'avion, c'est pareil, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Et je dirais que son problème, c'est le métabolisme. Il est lié au métabolisme global. L'avion est au service d'un modèle de croissance. Et donc, c'est plus ce modèle-là qui, à mon sens, devrait être remis en question. L'usage de l'avion, oui, il faut le modérer, mais si on modère l'usage de l'avion sans modérer le modèle global, ça ne changera pas la trajectoire. Il y a un problème, c'est que en parlant par exemple du tourisme, le prix du billet d'avion soit concurrentiel pour un certain type de population, c'est dû aussi au fait que le gasoil n'est pas taxé de la même manière. Le kérosène, oui, pardon. Ouais. Donc, est-ce qu'un jour, ça peut changer ou pas? La taxation du kérosène, donc ça date en fait de l'essor de l'aviation commerciale dans les années 70, je pense, peut-être même avant, où on considérait que l'avion était utile à la société et qu'il fallait favoriser son développement. Et c'est vrai que ça n'a jamais été remis en question. Après, si le kérosène n'est pas taxé, il y a des tas d'autres taxes sur l'avion que les compagnies européennes, par exemple, subissent et pas les compagnies du Golfe Persique. Donc, c'est compliqué parce qu'on a... et les compagnies du Golfe Persique, par exemple, je ne veux pas faire une fixation là-dessus, mais c'est un sujet qui est quand même intéressant. Elles achètent des avions en grande quantité, et notamment des avions européens.
Donc évidemment, après, on leur déroule le tapis rouge, ils doivent négocier du fait qu'on vous prend 100 Airbus A380, par contre, on va où on veut en Europe, quoi. C'est un deal, hein. Donc tout ça est compliqué. Et sur la question des taxes, il y a déjà quand même beaucoup de taxes qui sont, pas certes sur le kérosène, mais qui sont sur d'autres éléments du prix du billet d'avion, par exemple les redevances aéroportuaires. On pourrait s'imaginer que c'est le rôle de l'État que c'est pas forcément aux passagers de payer toutes les redevances aéroportuaires. Bon, actuellement c'est le cas. Mais je dirais que augmenter encore les taxes, je ne sais pas si ça va avoir une influence, enfin ça va peut-être avoir une influence sur les compagnies qui en seront victimes, mais comme on est quand même dans un monde encore très ouvert, et qu'il y a des compagnies qui ont un marché local, je pense notamment en Inde ou en Chine, énorme, et qui ont donc tout pour se développer, elles continueront à se développer. Et vous voyez, je pense que la régulation du trafic aérien, c'est un enjeu de société qui doit être peut-être mené de façon démocratique en se demandant quel est l'usage qu'on veut en avoir collectivement, même si ce genre de débat était possible. Mais après, si on a un débat inter-européen qui est déjà difficile à mettre en œuvre, les compagnies qui ne sont pas dans cet espace, elles ne seront pas concernées, elles vont continuer à se développer. Et on voit par exemple avec l'exemple que je citais entre le développement des compagnies un peu pionnières en Europe et puis l'exemple de Qatar Airways, qu'on peut vite avoir en fait... on ne fait pas une régulation globale du trafic, en fait. On plafonne la croissance de certaines compagnies, mais c'est d'autres qui vont prendre leur place. Donc, je ne suis pas sûr que la taxe du kérosène, surtout si elle était décidée à l'échelon français, voire même européen, aurait un gros impact. Elle aurait surtout un impact de pénalisation, on va dire, de nos compagnies. Mais il y aurait d'autres compagnies qui feraient le job à notre place. On voit déjà que ces compagnies du Golfe qui n'ont aucun marché naturel, mais elles siphonnent complètement les passagers qui veulent aller en Asie, plutôt que d'y aller directement, ils passent par Dubaï. Et donc, dans ces hubs-là, où ils ont créé un univers en soi, où on peut même passer plusieurs jours à faire des activités de loisirs sans sortir de l'aéroport, ils arrivent à drainer avec des prix intéressants, une qualité de service intéressante, des normes de sécurité intéressantes. Ils arrivent à siphonner la clientèle naturelle d'autres compagnies, quoi. Moi, je pense qu'il y a un problème avec le système du low cost. On doit se poser la question. C'est un système qui peut être pervers, avec l'argument de démocratiser avec des prix bas et de permettre à la plupart d'entre nous d'utiliser l'avion. Derrière ce système-là se cachent des enjeux qui souvent posent question. En Europe, on a un certain nombre de compagnies low cost qui ne sont pas toutes au même, on va dire, niveau de normes sociales, mais celle qui réussit le plus, c'est celle qui a le moins de normes sociales, avec un marketing très agressif, avec la ruse réglementaire le plus possible, de l'ingénierie fiscale pour échapper à l'impôt, une déshumanisation des rapports sociaux et un modèle qui est basé sur une croissance soi-disant perpétuelle. C'est ce modèle-là qui permet d'avoir des billets d'avion à 20 € pour aller au fin fond de l'Europe. Mais eux ne transportent pas de marchandises. Je pense que oui, mais c'est à l'échelon européen. Donc, comme je vous le disais, l'échelon européen, c'est surtout le fret routier, en fait. En Europe, ça va coûter moins cher de traverser l'Europe et de faire 2000 bornes en camion que d'avoir un flux en avion. On va gagner un peu de temps, mais pas non plus énormément, alors que si on veut traverser l'Atlantique, là, on a quand même un gain de temps énorme par rapport au bateau. Mais voilà, je pense qu'en réalité, le virage qu'il faudrait faire implique des modifications comportementales dont la plupart des gens n'ont tout simplement pas envie, en fait. C'est
C'est l'histoire du temps long. Voilà, c'est l'histoire du temps long. Ça, c'est une très bonne transition parce que c'est quasiment la dernière phrase de mon livre qui est que... vous êtes déjà à la fin. Qui est que, in fine, tout revient un petit peu à ce rapport au temps qu'on a. En fait, on est dans une accélération permanente. On veut toujours aller plus vite. L'avion s'inscrit complètement dans cette histoire, puisque pour moi, c'est un peu l'outil ultime de déplacement des flux physiques, en tout cas sur de longues distances, à moins de mettre des colis dans un missile balistique. Peut-être que Amazon ira jusque-là, mais sinon, l'avion reste voilà, cet outil qui permet les déplacements les plus rapides. Et pourtant, moi, je constate que quand on souhaite faire des efforts qui ont moins d'impact climatique, on en revient à cette question du temps, à prendre plus de temps parce que marcher, c'est plus lent que le vélo, qui est plus lent que la voiture. Si on veut prendre des transports en commun, il faut les réserver à certaines horaires. Parfois, ils sont en retard. Voilà. Donc, il faut qu'ils existent. Nous, on s'est passé de voiture dans mon foyer pendant 2 ans où on n'a pas eu de voiture. Donc, on a fait cette expérience de l'autopartage et on voit que ça... Comment ? En habitant où ? À Annecy, en ville. Donc, on habite en ville, on peut se le permettre. On reste pas ici. Voilà. On peut... On va dans une voiture. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu d'usage de voiture, mais on s'était inscrit dans une coopérative d'autopartage. Et c'est une expérience intéressante parce qu'on voit qu'on a quand même des besoins de mobilité. C'est quand même très difficile de toujours se passer de voiture. Voilà. Et donc, de ne pas avoir de véhicule personnel, ça implique de réserver, il faut qu'il y ait une voiture disponible, il faut réserver des horaires. Donc, si on arrive en butée et qu'on n'a pas fini ce qu'on avait à faire, il faut rendre la voiture. Parfois, la voiture, elle est en panne. Parfois, souvent, il y a une place qui est dédiée sur la voie publique avec un gros panneau interdiction de s'arrêter. Mais pourtant, il y a une voiture qui est garée dessous. Donc, il faut une voiture qui n'est pas prévue pour ça. Des gens qui, par manque de civisme, se garent là. Donc, ça génère tout un tas de petites frictions, de petits irritants. Et là, on se rend compte qu'effectivement, c'est un exemple parmi d'autres qui font que l'impact, c'est du temps, en fait. Ça revient à prendre du temps. On dit, non, les pauvres aux Antilles, ils font leurs bananes, donc il faut les acheter. Oui, mais peut-être qu'il ferait mieux de faire autre chose. Moi, je n'ai pas de réponse, mais par contre, la réponse que j'ai, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, où on a l'impression d'être dans ce TGV lancé à pleine vitesse et qui ne déviera pas de sa trajectoire, sauf s'il rencontre un mur, eh bien, l'acte de consommation, c'est une forme d'engagement, d'acheter ou de ne pas acheter sur telle plateforme ou en local auprès de son marchand du coin. Et pour ça, l'une des fonctions de ce livre, c'est de nous éclairer un petit peu dans nos choix de consommateurs, d'éclairer sur une partie des enjeux, pas tous évidemment, mais une partie des enjeux. On fait des choix en fonction de nos moyens, en fonction de nos valeurs, et aussi en ayant conscience de ce qui se cache derrière. Voilà, je parle aussi de cette ouvrière. J'ai rencontré une ouvrière, ça aussi, c'est un portrait qui m'a marqué, qui était une ancienne chiffonnière à la grande décharge de Tananarive. Donc à Madagascar, il y a une décharge à ciel ouvert où il y a à peu près 1000 personnes qui travaillent dessus et qui essayent de survivre en ramassant tout un tas de choses. Et donc pendant le Covid, il y a le père Pedro, qui est un ecclésiastique qui œuvre beaucoup pour les pauvres à Madagascar, avait mis en place une formation au crochet pour un certain nombre de femmes en collaboration avec un atelier de confection de Tananarive. Et donc, l'une de ces femmes s'appelle Katicia, elle a été lauréate de cette formation et elle a été embauchée par cet atelier. Donc, elle a découvert les congés payés. Elle a découvert ce que c'est que de gagner un salaire. Elle habite dans une toute petite maison en contrebas de la décharge où elle m'a emmené, on a échangé. Et bon, cet atelier de confection produit des sacs pour toutes les grandes marques de luxe européennes qu'on peut imaginer. Certaines, elles sont très rares, mais certaines revendiquent le fait de travailler avec cet atelier parce que c'est un atelier qui
investit quand même beaucoup dans les communautés locales à travers tout un tas d'actions pour pérenniser déjà l'emploi, les relations, le logement. Ils leur font par exemple des prêts sans intérêt pour que les personnes puissent construire leur maison, habiter pas très loin de l'atelier. Bon, c'est un exemple, je ne vais pas tous les citer, mais il y a vraiment une action locale et donc la marque, mais je ne vais pas la citer, qui revendique sa collaboration avec cet atelier, met en avant tous ces éléments, puisque l'atelier a des labels, on va dire, des labels internationaux reconnus, etc. Mais malgré tout, la plupart sont un peu gênés aux entournures de faire fabriquer des sacs qui vont avoir un prix de revient de 50 balles et de les vendre 3000 balles. Un prix de revient de 50 balles, là, peut-être que je m'avance un peu. Il y a aussi des pièces qui nécessitent des heures et des heures de main-d'œuvre et qui effectivement ne seraient pas vraiment, ça serait pas vraiment possible de les produire en Europe parce qu'une robe qui nécessite 150 heures de main-d'œuvre, on ne sait plus faire, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc il y a aussi ces raisons-là. Et donc voilà, ça c'est sur l'exemple de la convection. Il y a beaucoup d'ateliers de confection à Tananarive, pas que dans le luxe. Moi j'ai rencontré un atelier qui travaille pour le luxe, mais il y a aussi les uniformes de police qui sont fabriqués là-bas. Et donc voilà, c'est un des autres sujets parmi d'autres. Je peux terminer peut-être, je ne sais pas, on a encore un peu de temps. Non, c'est bon, on a fini, mais je peux conclure. À moins qu'il y ait encore des questions. Allez-y, oui. À part le temps, donc, il y a aussi une réponse, c'est le local. Le local et la saison. Ça, c'est plus difficile, la saison, parce que si on mange localement que les légumes et les fruits de saison, on va manger toujours la même chose. Et donc, les gens, on voit bien là une grande enseigne de produits frais qui fait une pub en ce moment à la télé. J'en parle un peu dans mon livre parce que cette enseigne a connu une croissance phénoménale. Ils ont ouvert un premier magasin en 92 et depuis, il y en a plus de 300 ensemble. Leur créneau, c'est de proposer des produits frais de qualité tout le temps, en toute saison. Et ça marche du tonnerre. Parce que... alors c'est vrai, sans aller dans l'excès de consommer forcément des trucs qui viennent du bout du monde tout le temps, le revers de consommer du local tout le temps de saison, c'est pas évident en fait. Mais effectivement, la solution... Oui, voilà. Mais ça, c'est ce qu'on faisait avant, les conserves. C'est du temps. Déshydrater, un déshydrateur, faire des conserves. Juste peut-être dire un dernier mot sur un chapitre du livre aussi qui est intéressant dans l'usage de l'avion, c'est les dépouilles mortelles. On a beaucoup de communautés, notamment africaines, qui ont donc émigré en Europe, en Amérique, etc. Souvent pour ces populations, le fait de pouvoir avoir une sépulture au pays, c'est quelque chose d'important, ça fait partie des traditions. Et donc, on transporte beaucoup de dépouilles. Voilà. Donc là, j'ai rencontré une famille qui a quitté la guerre civile au Burundi en 1993. Donc il y a eu un génocide au Rwanda, mais il y a eu des massacres au Burundi. Mais ce n'était pas qualifié de génocide. Mais néanmoins, des massacres qui ont fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont exilés. Et donc cette famille s'est installée au Canada. Le patriarche... le père de cette famille avait acheté un appartement à Ottawa, il y venait régulièrement et puis il est décédé en juin 2022 et donc la famille a décidé de rapatrier son corps à Bujumbura. Voilà, et donc en 2022, je crois qu'on a transporté, en tout cas à Air France, à peu près 2000 dépouilles mortelles, que ce soit en Afrique ou dans les Dom-Tom, à Wallis et Futuna, à Papeete, ça c'est quand même assez loin. Etc. Donc ça, c'est vrai que c'est une marchandise, entre guillemets, un peu particulière, à laquelle on ne songe pas beaucoup, mais qui fait partie, en fait, de l'usage de l'avion tel qu'il est utilisé dans sa modernité. C'est un outil de la modernité qui facilite les... Alors évidemment, tous les migrants ne prennent pas l'avion, hein. Il y en a beaucoup qui ne prennent pas l'avion même, mais ils aimeraient bien pour certains. Mais il y en a quand même pas mal qui prennent l'avion parce que j'ai un autre chapitre qui s'intéresse par exemple à Aviation sans frontières, qui est une association qui, notamment parmi ses actions,
on voit des bénévoles dans certains centres en Afrique qui regroupent des migrants qui vont avoir des voies de migration officielles et contrôlées dans un certain nombre de pays et qui souvent ont besoin de ces accompagnants parce qu'ils débarquent dans des endroits où ils ne parlent pas la langue, ils ne connaissent personne, ils ne connaissent rien. Et donc, il y a des bénévoles d'ASF qui les accompagnent. Pourquoi êtes-vous toujours pilote d'avion ? Pourquoi je ne démissionne pas d'Air France, quoi. C'est ça, pour résumer. Je démissionne pas parce que pour moi, l'avion, c'est pas binaire. Et l'usage de l'avion n'est pas suffisamment binaire pour que j'ai le sentiment de faire quelque chose de univoque, de très mauvais et de très néfaste. Voilà. Certes, il y a une partie de l'usage de l'avion qui me pose problème, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi des usages qui me semblent bénéfiques. La question, c'est la question de la quantité. Donc moi, ma réponse, c'est déjà de travailler moins. Comme je le disais, ou je ne sais plus si je le disais, mais bon, je travaille à temps partiel, donc maintenant je vole quand même peu. D'utiliser moins l'avion aussi à titre personnel. Je ne dis pas de ne plus l'utiliser parce que ça serait difficile pour un amoureux des voyages comme moi, mais je réfléchis maintenant et je pèse les choses quand je prends l'avion. D'ailleurs, j'habite à Annecy, ma base c'est Paris, j'y vais en train. C'est plus long, ça coûte plus cher, parfois ça panne, mais j'y vais en train. Donc voilà, ma réponse c'est ça. Et puis aussi, il y a une chose que je souhaite dire sur ce point, c'est que je travaille dans une compagnie qui a non seulement une histoire pionnière dans l'aviation, mais qui est aussi une entreprise qui considère ses salariés, qui a un vrai engagement en plus, même si on pourra juger si c'est plus ou moins efficace, mais en essayant de faire quelque chose pour améliorer les choses et réduire l'impact carbone, en l'occurrence Air France est une des compagnies les plus en avance là-dessus. J'aurais peut-être plus de mal à travailler pour une low cost, par exemple, dont le modèle est différent. Comme je le disais tout à l'heure, en 20 ans, la croissance d'Air France, c'est 15%. On peut juger que c'est déjà trop, mais franchement, voilà, ce n'est pas un modèle qui est basé sur une croissance effrénée. Donc, c'est un modèle qui me paraît plus soutenable. Notre problème, c'est la croissance effrénée. Ce n'est pas l'usage modéré, je pense. Où en est l'avion à hydrogène ? Bon, ça, j'avoue que j'y crois pas trop. Les avions à hydrogène, je crois qu'Airbus a mis ça un peu de côté. C'est très compliqué technologiquement. Les avions électriques, c'est pareil. Et les carburants d'aviation durable, c'est pareil, j'y crois pas trop. En fait, ça soulève des tas de questions. Les carburants d'aviation durable, il y a une partie qui est biomasse et une partie qui est ce qu'on appelle les ISAF. La biomasse, on est limité. Il y a des concurrences d'usage et de toute façon, l'essentiel ne pourra pas être fait à partir de biomasse. Donc le reste, c'est ce qu'on appelle les ISAF, c'est-à-dire quelque chose qui énergétiquement coûte énormément d'énergie pour pouvoir recréer des hydrocarbures avec de la captation de carbone, de l'électrolyse de l'eau. Et donc, pour produire ça à l'échelle de l'aviation, ça me paraît pas très crédible. Mais bon, néanmoins, il y a une production, il y a des enjeux et beaucoup de gens, des compagnies qui s'engagent là-dedans, dont Air France. Ça fait partie de ces axes, de ces piliers, on va dire, parmi les efforts que fait cette compagnie. Maintenant, les prévisions quand même de croissance, les compagnies par exemple asiatiques, en Chine et en Inde, ils ne se posent pas ces questions. Il y a des centaines de millions de gens là-bas qui ont envie de voyager, qui maintenant ont des moyens et qui ne rêvent que d'une chose, c'est de voir le monde. Ils vont y aller. Tant qu'il y aura du pétrole, ils vont l'utiliser. Et donc, adaptation, voilà, bifurcation, j'y crois pas trop, mais adaptation, je pense que c'est nécessaire et on ne parle pas assez de l'adaptation. On ne fait pas assez, à mon sens, de politique d'adaptation parce que les choses sont déjà là. La transition, pour moi, ça n'existe pas trop. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs, des économistes qui le disent. La transition, c'est une fumisterie, ça n'existe pas. Les énergies en strates s'accumulent les unes sur les autres. Mais quand on dit on va faire plus de ça, en fait, on n'a jamais autant consommé de bois, énergie qu'aujourd'hui. On n'a jamais autant consommé de charbon qu'aujourd'hui.
Alors qu'on a pu croire qu'à chaque fois, on était passé du bois au charbon, puis du charbon au pétrole. Mais en réalité, non, tout a augmenté. La population, déjà. Ouais. La population, évidemment, mais tout le reste. Voilà, mais bon, là, on déborde un peu. Et le fret maritime? D'ailleurs, tous les exportateurs se posent la question. Le fret maritime coûte quand même beaucoup moins cher. Donc, quand ils peuvent l'utiliser, ils le font. Pour les fleurs, par exemple, il y a des réflexions au Kenya pour réorienter vers le fret maritime une partie du business. Le problème, c'est la question de la fraîcheur. Ouais, du temps. Mais maintenant, il y a des conteneurs climatisés. Ça aussi, c'est de l'énergie. Il y a des conteneurs régulés au niveau de la température. Donc, oui, on va dévier une partie de l'énergie, mais il n'y a pas d'autre réelle solution, comme on le disait, que de consommer localement des choses de saison. Tout ce qui n'est pas local et qui n'est pas de saison, ça va être de l'énergie. Que ce soit en avion, en bateau, en trottinette, ça irait, mais il faut nourrir l'homme. On va rester sur ces bons conseils, local et de saison. Local et de saison. Merci beaucoup, merci.